Donc je vous rappelle que pour votre dossier projet, vous avez d'abord la page de garde. Ensuite, faites une partie remerciements. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez le sommaire que généralement vous effectuez en dernier. Une fois que vous avez effectué le sommaire, vous avez le tableau des compétences du projet par rapport aux compétences officielles. Vous avez un exemple sur le dossier projet que je vous ai remis. Ensuite, vous avez un résumé du projet en anglais. Et pour vous faire un petit rappel, donc tout ça, vous voyez, c'est une page ici. Les remerciements, c'est sur une page. Le sommaire, ça peut être sur une ou deux pages, je ne sais pas comment il est votre sommaire. Ici, le tableau des compétences du projet, c'est sur une page. Et ici, le résumé du projet en anglais ou en français, je pense que ça doit être en anglais, c'est sur une page. Voilà. Ensuite, commence la présentation du contexte. C'est très important de présenter le contexte, c'est-à-dire soit je présente l'entreprise. Si c'est un projet fil rouge, je peux présenter le contexte du projet, de quoi il s'agit exactement. C'est très important ça. Pourquoi? Parce que les membres de jury qui sont en face de vous, ils comprennent le contexte dans lequel vous avez travaillé. Généralement, on peut faire ça sur une page. Bon, ça peut être ou plus, ça dépend de vous. Moi, je fais comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez le cahier des charges, c'est-à-dire dans lequel vous définissez la problématique et puis très exactement les contraintes du projet, ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ici, ça peut être sur une ou deux pages. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez présenté le cahier des charges, il faut présenter la méthodologie, méthodologie utilisée. Quelle est la méthodologie que vous avez utilisée? Alors, généralement, la méthodologie utilisée, de quoi on parle généralement? L'objectif, c'est d'expliquer comment on a travaillé. Donc, moi, je vais mettre quelques points ici. Premier point, j'ai étudié le cahier des charges. Donc, très probablement, alors, utilisez le jeu quand vous faites votre mémoire. Donc, étude du cahier des charges. Ensuite, dans votre méthodologie, probablement, donc, il y aura la partie gestion de projet. Donc pour la partie gestion de projet, donc ici vous allez tout simplement indiquer que pour gérer votre projet, pour la gestion de projet, vous avez utilisé le logiciel par exemple Trello, qui permet de définir les tâches à réaliser en cours de réalisation et finaliser. C'est quelque chose de très simple, généralement c'est important. Vous avez utilisé GitHub pour la gestion de version de votre code source. Ça, c'est vraiment important de le préciser. Je vous ferai un petit QCM sur GitHub pour pallier à tous les types de questions possibles. Vous avez des questions possibles qui peuvent aller jusqu'à qu'est-ce que vous faites si éventuellement donc le projet existant sur GitHub n'est pas synchronisé avec le projet local. Des fois, il faut avoir dans la tête une ou deux instructions. Donc, ça, je vous expliquerai sur une petite vidéo, c'est assez rapide. Et puis un petit QCM par rapport à ça. Également, il faut insister sur le fait que vous avez utilisé l'agilité. L'agilité, utilisant la méthode Scrum par exemple, faut pouvoir en toucher un mot, expliquer que votre projet, vous l'avez découpé, tout est enregistré là, expliquer que votre projet, vous l'avez découpé en petites parties qui permettent d'obtenir un produit minimum viable. Pourquoi? C'est tout simplement parce que ce produit minimum viable,
j'ai pu le faire montrer, on peut le faire montrer à un client qui va tout simplement valider cette partie, qui va me permettre de continuer sur la partie qui va suivre. C'est ça l'agilité, ça c'est très important de retenir ce que je viens de dire. La méthode Scrum, si vous voulez en parler, il faut donc savoir que la méthode Scrum, elle permet de décomposer un projet en petites parties que l'on appelle des sprints ou des itérations, que dans la méthode Scrum, il y a trois acteurs importants qui sont le product owner, qui est le représentant du client, d'accord? Donc c'est lui, si vous voulez, qui va à chaque fois valider euh, les, les sprints que vous finaliserez. Vous avez le Scrum Master qui, lui, est garant du fait que la méthode Scrum est bien utilisée par l'équipe, et vous avez les développeurs. D'accord? Donc voilà, si vous souhaitez en parler, c'est pas si vous souhaitez, pour pouvoir répondre à des questions éventuelles. Ensuite, toujours dans cette partie gestion de projet, il sera important d'insister sur le fait que vous avez tout le temps tenu compte de la qualité logicielle. La qualité logicielle, j'en ai tenu compte en réalisant des tests unitaires, des tests d'intégration et des tests d'acceptation, insister sur ces trois-là tout au long de mon projet. Les tests unitaires me permettent de tester de manière isolée les fonctionnalités de mon projet. Les tests d'acceptation me permettent de tester mon projet avec des données utilisateurs afin d'assurer le fait que le projet répond bien aux exigences utilisateurs, et les tests d'intégration permettent de vérifier la bonne communication entre deux composants essentiels. Il ne faut pas donner ces définitions ici, hein. Ça, c'est pour vous expliquer. Vous allez, de façon succincte, indiquer que vous avez utilisé l'agilité, vous avez tenu compte de la qualité du code et de l'aspect sécurité. C'est-à-dire, ce que j'explique en aparté, c'est pas du tout pour l'écrire, c'est pour pouvoir répondre à des questions. C'est important. Voilà. Donc ça, c'est très très important de préciser ces aspects-là. Ici, expliquer également que j'ai réalisé un diagramme de Gantt, hein, un diagramme de Gantt, qui m'a permis de définir les différentes étapes de mon projet avec la durée qui sera affectée à ces projets, hein, ce qui permet bien évidemment de pouvoir communiquer avec le client de manière hebdomadaire, par exemple, hein, pour que nous leur expliquions où nous en sommes, hein, par rapport au projet, et de pouvoir communiquer avec l'équipe de développeurs. Donc ça, c'est très important de préciser cela. Et toujours dans la méthodologie utilisée, vous expliquez, tout ça c'est sur une petite page, hein, vous expliquez également que vous avez conçu l'application avec les diagrammes UML, hein. Donc vous avez, alors, attention, vous avez vous avez fait la conception de l'application, et vous êtes passé d'abord par les spécifications fonctionnelles, dans lequel vous avez utilisé les diagrammes UML pour faire une représentation des fonctionnalités de votre application. D'accord? Diagramme UML, hein, spécification fonctionnelle, ici. Et puis, ensuite, vous avez fait le choix des technologies que vous avez utilisées pour implémenter ces spécifications fonctionnelles. C'est à ça que ça sert, les technologies, c'est pour implémenter les spécifications fonctionnelles. Et pour cela, donc, vous avez dans une partie spécification technique, vous avez décrit les technologies que vous avez utilisées.
vous avez pris en main. Alors, c'est pas décrit quand on parle de spécification technique, parce que quand on parle de spécification fonctionnelle, dans votre dossier projet, vous présentez. Mais en réalité, vous, quand vous parlez de spécification fonctionnelle, vous supposez que vous êtes dans une entreprise, donc ces spécifications fonctionnelles vous ont permis de décrire au moyen des diagrammes UML les fonctionnalités de votre application, les fonctionnalités structurelles, comme par exemple, et les fonctionnalités comportementales. Les spécifications techniques, eux, c'est une partie qui vous a permis de prendre en main le fonctionnement des différentes technologies que vous avez utilisées. Et puis, ensuite, eh bien, vous êtes passé à la partie réalisation et pour cela, vous avez installé un environnement de développement, un environnement de développement avec des outils, avec un IDE, hein, avec Docker, voilà, donc voilà. Donc, si vous voulez, la méthodologie est importante parce que vous voyez que quand vous avez cette partie méthodologie, qui est sur une page, hein, c'est sur quelques lignes, hein, parce que moi, je la décris pour vous donner des éléments de réponse, pour pouvoir expliquer. Vous dites que vous avez utilisé l'agilité, qu'est-ce que c'est que l'agilité? Vous voyez, là, je viens de l'expliquer. Ça, c'est très important d'expliquer la méthodologie que vous avez effectuée, parce que les membres de jury, déjà, ils vont avoir comme ça une vision globale. Ils vont se dire, bah, ce type-là, en fin de compte, il a compris qu'il faut faire de la gestion de projet, il nous l'explique, il a utilisé l'agilité, c'est très bien. Il a réalisé des tests pour la qualité logicielle, c'est bien. Il a pensé aux aspects sécurité, c'est bien. Vous voyez ces mots-clés-là, déjà, dès le départ, vous collez le cadre du travail que vous avez réalisé et les gens, bah, ils sont satisfaits. Donc, je répète encore, c'est ici, pour cette partie-là, si vous voulez, pour la étude des cahiers des charges, hein. Donc, ça, c'était la démarche utilisée, hein. Pour cette partie démarche utilisée, c'est pas plus de une page. C'est tout, hein. C'est pas, faut pas me faire 10 pages. Là, quand vous allez entendre ce que j'ai dit, en réalité, il faut résumer et il faut laisser les questions. Il s'agit absolument pas dans un dossier projet de donner des définitions. Si vous donnez une définition, donnez une définition succincte. Voilà. Donc GitHub, par exemple, vous pourrez l'expliquer dans les spécifications techniques. Spécifications techniques, vous pourrez expliquer ce que c'est que GitHub. Trello, mais vous l'expliquerez sur quelques lignes, c'est tout, hein. D'accord? Et après, il faut attendre les questions. C'est quoi Trello, monsieur? Donc n'utilisez surtout, surtout aucun terme dans votre mémoire que vous n'êtes pas capable de définir. Faites très attention à ça. Il faut être capable de le définir. Voilà. Ensuite, je vous avais expliqué que juste après, bah, ce qu'il faut faire, hein, c'est votre diagramme de Gantt. Ça, c'est important de faire un diagramme de Gantt sur une page. Voilà. Et puis, c'est là où va commencer la partie des spécifications fonctionnelles. Spécification fonctionnelle, qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes concepteur-développeur, ce qui est attendu de vous, c'est que vous sachiez réaliser à partir d'un cahier des charges une conception qui va préciser dans un premier temps les fonctionnalités de votre application indépendamment des technologies utilisées. Ça veut dire que ces spécifications fonctionnelles vont décrire l'application, comment est-ce qu'elle fonctionne, sans à aucun moment relater une technologie quelle qu'elle soit. C'est ça un concepteur-développeur. Vous voyez, ça veut dire que derrière cette conception, quelqu'un qui connaîtrait le C dièse récupérerait votre conception et pourrait développer l'application. Quelqu'un qui ferait du Spring, même chose. Donc, dans cette partie spécification fonctionnelle, on est dans les fonctionnalités. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette partie spécification fonctionnelle? On commence, bien sûr, par le diagramme de cas d'utilisation. J'ai fait un diagramme de cas d'utilisation. Vous voyez, en même temps, quand je parle, ça me permet de vous dire ce que vous mettez à peu près dans votre dossier projet, mais ça me permet de vous dire également ce que vous exprimerez à la soutenance. J'ai réalisé un diagramme de cas d'utilisation, et donc maintenant,
Ce diagramme de cas d'utilisation me permet de manière globale de présenter le fonctionnement de mon système euh, en précisant quels sont les acteurs et quelles sont les différentes fonctionnalités de mon système. Donc là, vous le présentez. Et après ce diagramme de cas d'utilisation, vous avez fait des descriptions textuelles. Alors pourquoi les descriptions textuelles sont importantes? Parce que le diagramme de cas d'utilisation, c'est une représentation qui va vous permettre de pouvoir communiquer avec les clients qui, eux, ont des exigences clients, d'accord? Et ça va vous permettre de caler avec eux le fonctionnement du système que eux ils souhaitent. Donc à partir de là, bah, ils pourront déjà vous dire bah, qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a quelque chose qui va. Donc vous allez pouvoir donc dialoguer avec eux. Tout le monde comprend un diagramme de cas d'utilisation. Donc ce diagramme de cas d'utilisation, il sert à ça dans un premier temps. Il sert également maintenant à la communication avec l'équipe de développeurs, bien évidemment, et de concepteurs. Mais ce diagramme de cas d'utilisation, il est global. Il vous permet pas de continuer votre conception. C'est pas possible. Si vous présentez que ce diagramme de cas d'utilisation, moi, imaginez vous êtes dans une entreprise, bon, essayez de continuer derrière, c'est compliqué. Donc, ce qu'on fait après avoir fait le diagramme de cas d'utilisation, on fait une description textuelle de tous les cas d'utilisation. Bien évidemment, dans votre dossier projet, vous ne présentez pas toutes les descriptions textuelles. Vous en choisissez une ou deux. Vous expliquez dans votre dossier projet, j'ai ensuite réalisé des descriptions textuelles de mes cas d'utilisation. Ces descriptions textuelles permettent d'avoir les acteurs, permettent d'avoir les scénarios détaillés hein, du cas d'utilisation. Ça prépare les codes, hein, permettent d'avoir les exceptions et les erreurs. Ça permet de préparer les codes et ça permet de préparer la sécurité également. Ça permet d'avoir donc à partir de là, vous voyez, je détaille un petit peu euh, le fonctionnement de mon application. D'accord? Donc ici, cette description textuelle, vous présentez dans votre dossier projet deux possibilités, mais tout ce que je viens de dire là, la raison pour laquelle on le fait, bah, il faut le retenir, je viens de l'enregistrer. Ensuite, à partir de cette description textuelle, donc ici, hein, donc ça va faire quoi? Ça va faire une page ici, hein, par exemple, hein, et ici, pour les descriptions textuelles, vous faites 2 ou 3 pages, hein. Ensuite, après avoir fait la description textuelle, généralement, ce qu'on fait, alors ça dépend, hein, ce que je vais dire ici n'est pas immuable dans l'entreprise. Il y a des gens qui vont pas passer par la partie dont je vais parler maintenant, qui vont plutôt passer au diagramme de classe, par exemple. Mais généralement, ce qu'on présente ici dans son dossier projet, ça va être les maquettes puisque là, il s'agit pour vous, vous avez réalisé une application, parce qu'il y a des applications, il n'y a pas de maquette. Mais là, vous avez réalisé une application dans laquelle il y a des maquettes. Et donc là, bah, ce que vous faites, hein, vous présentez les maquettes de votre application. Alors généralement, hein, ce qu'on présente, soit vous en avez pas beaucoup, vous les présentez toutes, soit vous en avez beaucoup, vous en présentez quelques-unes, hein. Pourquoi les maquettes de l'application sont l'enchaînement logique, hein? Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que quand on a beaucoup d'expérience, des fois, on reste toujours dans le conceptuel. Mais pourquoi les maquettes sont importantes? Parce que ça va vous permettre, si vous voulez, déjà de continuer à dialoguer avec le client, d'accord? Donc de lui présenter un petit peu comment va se présenter l'application de façon concrète. D'ailleurs, il y en a qui vont même un petit peu plus loin. Il y a ce qu'on appelle des AGL, qui permettent de pouvoir générer l'application rapidement, ou comme le fait d'ailleurs produit que vous utilisez sur Internet, dont j'ai oublié le nom, hein, qui vous permet de montrer concrètement comment va fonctionner l'application. Donc c'est encore, si vous voulez, un élément, les maquettes, hein, qui va vous permettre de dialoguer avec le client et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Donc généralement, on fait ça. D'autre part, les maquettes vous permettent d'avoir également les informations détaillées qui vont figurer dans votre base de données. Euh, Sachant que comme vous avez fait une description textuelle au-dessus, de toute façon, ces informations-là figureront dans la description textuelle.
C'est pour ça que je dis que ce que j'explique ici n'est pas toujours dans ce sens-là. On pourra en reparler après. Mais l'idée, ce serait cela. Alors, déjà dans cette partie-là, vous voyez, c'est-à-dire que quand vous avez la description textuelle et les maquettes de votre application, vous voyez, il y a une chose qui va se dégager ici de la description textuelle. Déjà, les aspects sécurité dont il faudra tenir compte vont se dégager, avec les erreurs à gérer, les différentes informations sur lesquelles il faudra faire des contrôles, etc. L'aspect sécurité, déjà, on le voit ici. Et l'aspect test également, les scénarios de test commencent à apparaître quand vous faites la description textuelle. Vous voyez les scénarios de test, excusez-moi. Les scénarios de test commencent à apparaître ici, puisque vous décrivez le scénario de manière détaillée. Donc déjà, à ce niveau-là, ces aspects-là apparaissent. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des tests, les tests, c'est pas uniquement des choses que l'on fait avec le code, hein. Il y a des tests statiques et qui reposent sur des documents. Quand vous avez un cahier des charges dans lequel il y a un client qui vous dit voilà les exigences que doit respecter mon application en particulier, eh bien, quand vous avez un diagramme de cas d'utilisation et une description textuelle, ça vous permet de comparer, de faire un comparatif entre les fonctionnalités de ce que vous avez représenté via le diagramme de cas d'utilisation et les exigences du client. C'est un premier test, un test manuel, mais c'est un test important. Parce que si vous développez, vous arrivez au code et puis vous constatez que les spécifications fonctionnelles que vous avez fait tranquillement en tant que développeur, elles ne correspondent pas du tout aux exigences clients, il faut tout refaire. Vous voyez? Donc c'est pour ça que cet aspect-là est très important. Pour ça que il est important de l'avoir en tête, hein, pour préciser quelle est réellement votre démarche dans une entreprise, hein, à savoir faire des réunions avec, alors puisqu'il y a le product owner, ce ne sera pas nécessaire, il y a le product owner qui, lui, connaît bien l'application client. C'est ça la méthode Scrum, hein. Voilà. Donc, voilà pour les maquettes de l'application. Après, généralement, ce qu'on fait, alors ça dépend, hein, c'est-à-dire soit on peut à ce niveau-là commencer à présenter un ou deux diagrammes d'activité. Les diagrammes d'activité servent à quoi? Les diagrammes d'activité servent à cerner le flux, euh, comment dirais-je, donc le flux de traitement d'un cas d'utilisation, par exemple, hein, ou d'une fonctionnalité, et sert également à préparer les codes, les algorithmes. D'accord? Donc ici, hein, je vais réaliser, donc je peux réaliser donc un diagramme d'activité. Il ne faut pas en faire un ou deux, hein, activités, hein. J'ai réalisé des diagrammes d'activité. Ensuite, après avoir l'étape qui suit, c'est la réalisation de diagrammes d'activité qui permettent de cerner le comportement dynamique du système euh, et puis de préparer donc les codes à venir, hein, pour le développement. Donc là, vous pouvez en présenter deux, hein, de diagrammes d'activité. Vous voyez comment c'est, c'est pragmatique la démarche, hein. Chaque étape sur laquelle vous passez, en réalité, est justifiée par la suivante. C'est très important de le savoir, hein, parce que on vous pardonnera pas d'avoir fait des dessins et de ne pas comprendre euh, comment ça intervient dans votre conception. Bah, sinon, c'est pas la peine, hein. Ensuite, une fois que vous avez fait le diagramme d'activité, vous pouvez passer au diagramme de classe. Diagramme de classe. Alors le diagramme de classe, lui, qui va permettre de définir le comportement structurel de votre application. Attention de bien, ça je vous le ferai par rapport au, au QCM, hein. Attention de, ben, je crois que je l'ai déjà mis en ligne, hein, de bien comprendre ce que c'est qu'une composition, une agrégation, une différence composition-agrégation, parce que ce genre de question est souvent posée. Les gens vont généralement sur les diagrammes de classe et peuvent vous poser des questions. C'est quoi le include, monsieur? C'est quoi
la relation extend, même si vous ne l'avez pas utilisé dans votre diagramme de classe, hein, de cas d'utilisation. Donc attention, ici extend, include, la généralisation, qu'est-ce que c'est? Vous avez les QCM, les questions sont souvent posées. Ici, pour le diagramme de classe, composition, agrégation, vous voyez, pour ce qui me revient actuellement, hein, sachant que dans les questionnaires que je vous ai préparés, vous allez être à l'aise avec ça. Euh, Ensuite, une fois que vous avez fait le diagramme de classe, alors ça dépend, il y a des camarades qui, vous savez, quand vous êtes dans une entreprise, il y a des gens qui utilisent qu'un diagramme de classe pour modéliser leur base de données. Pas de problème, vous pouvez le faire comme cela. Maintenant, vous pouvez derrière réaliser un MCD, un modèle conceptuel de données également, hein, modèle conceptuel de données. Alors effectivement, là je dirais que c'est optionnel. Moi, je le propose toujours à mes étudiants. Pourquoi? Je ne vous cache pas. Bah, c'est tout simplement parce que je suis sur la position suivante. Quand il y a un membre de jury qui a un certain âge, lui, il connaît bien les MCD. Bah, autant lui tendre la perche pour qu'il pose les questions sur les MCD que vous préparez convenablement. Par contre, quand il y a des gens qui sont un peu plus jeunes, des fois, ils savent pas ce que c'est un MCD. Ils sont plutôt sur l'orienté objet, hein, qui permet de bien définir une base de données. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je mets optionnel. C'est une recommandation pour tendre la perche en quelque sorte. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, parlez de sécurité, mais au niveau fonctionnel. Ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, par exemple, ici, vous allez dire que pour la partie sécurité, vous allez tenir compte des aspects suivants, hein, les attaques par, et puis vous pouvez parler d'injection SQL. C'est fonctionnel tout ça, hein. Vous dites surtout pas comment vous avez fait. Donc ça veut dire que vous allez définir les attaques dont vous avez tenu compte dans votre euh, euh, développement, mais de manière fonctionnelle. C'est-à-dire, partie sécurité, au niveau de la sécurité, donc nous devrons tenir compte des attaques suivantes, hein, ou des failles suivantes, hein. Les injections SQL, donner une petite définition, les attaques XSS, donc ça tout le monde en a tenu compte, donner une petite définition, attaque CSRF, vous donnez une petite définition, alors j'ai plus en tête, hein, etc., je sais plus. Voilà, voilà. Vous donnez euh, ici, vous parlez déjà de sécurité au niveau au niveau fonctionnel. Donc là, on n'est pas du tout dans le technique. Et là, vous voyez, vous avez passé en revue tout ce qui intéresse les membres de jury. Vous pouvez éventuellement également ici, hein, parler des tests, hein, toujours au niveau fonctionnel. Voilà, c'est-à-dire, j'ai fait des tests unitaires, qu'ils aient été faits manuellement ou avec un framework, hein. Je peux très bien avoir utilisé JUnit ou autre chose dans mon projet, d'accord? Ou je peux avoir fait des tests manuels. Ce qu'il y a, c'est que si vous les avez faits manuellement, il faudra être capable quand même de dire que pour faire des tests unitaires, il y a un framework qui s'appelle JUnit par exemple ou autre chose, d'accord? Donc là, vous pourrez euh, parler, donner une petite définition des tests que vous avez faits, un test d'intégration et puis les tests d'acceptation. Voilà. Petite définition concrète, hein. Et si vous avez utilisé des produits comme JUnit, ça vous en parlerai ultérieurement. Il n'y a pas de technologie ici. Donc vous voyez qu'à l'issue de cette présentation dans les spécifications fonctionnelles, vous avez pu présenter le fonctionnement global de votre système avec le diagramme de cas d'utilisation. Vous avez présenté l'aspect visuel de votre application avec les maquettes. Vous avez présenté l'aspect comportemental de votre application avec le diagramme d'activité.
Vous avez présenté l'aspect structurel de votre application avec le diagramme de classe et vous avez éventuellement présenté un MCD avec le modèle entité-relation si vous souhaitez. Vous avez parlé de l'aspect sécurité, c'est-à-dire quelles sont ici hein, les différentes failles dont vous avez tenu compte dans votre conception. D'accord? Vous avez parlé des tests. Ensuite, vous avez la partie spécification technique. Qu'est-ce que c'est que les spécifications techniques? Il faut présenter les technologies que vous avez utilisées. Mais ce n'est pas une simple énumération parce que les membres de jury qui sont en face de vous sont curieux de comprendre comment vous avez compris les technologies. On peut très bien avoir quelqu'un qui va présenter une application développée avec Spring. Bon, il a suivi une formation, pas d'ailleurs, hein, et des fois il reprend des blocs de code existants sur Internet, il y cale un petit peu ces choses et il a quelque chose qui fonctionne. Mais si je lui donne quelque chose d'un peu plus complexe, est-ce qu'il va être capable de faire quelque chose? C'est pas sûr. Donc, c'est pas que c'est pas sûr, c'est même certain. Il suffit que je donne quelque chose de complexe et puis il n'y arrivera pas. Donc, c'est pour ça que les membres de jury, ce qu'ils attendent beaucoup, c'est des étudiants qui ont parfaitement compris les concepts mis en jeu dans les technologies qu'ils ont utilisées, et du moins l'essentiel, hein, et donc, il faut les décrire dans les spécifications techniques. Et là, je vous donne un exemple. Spécification technique, alors moi, j'ai pas fait de grandes phrases, mais là, faudra dire, vous, hein, j'ai utilisé les technologies suivantes pour implémenter mon application. Pour la création du back-end, et là, vous commencez, hein, les spécifications techniques. Donc, les technologies que j'ai utilisées pour implémenter, ça, c'est ce que je vous avais fait en vidéo. Mon application sont les suivantes. Spring MVC, donner une petite définition. Vous pouvez, alors moi je l'ai fait dans un tableau, vous pouvez faire comme moi, vous indiquer les composants clés de Spring MVC, ça permet déjà, ou d'une autre technologie, hein, ça permet déjà de préparer, si vous voulez, déjà l'ossature de l'application que vous avez réalisée, et ça vous permet de faire comprendre et ça vous permet de revoir les définitions que vous devez connaître, hein. Et puis, vous pouvez donc présenter le schéma de fonctionnement global de Spring MVC, hein. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo, vous le présentez ici. C'est très important qu'il y ait une représentation globale. Alors, ça ne veut pas dire que cette présentation globale, vous allez la refaire pendant la projection. Pendant la projection, vous allez plutôt présenter un diagramme de séquence qui existera dans votre réalisation. Ça, c'est pas le problème. Mais l'idée, c'est que dans votre dossier projet, c'est très important de présenter le schéma de fonctionnement de Spring MVC, sur lequel je vous invite, parce qu'il ne faut pas faire un copier-coller, hein. Vous faites un copier-coller, si vous voulez, c'est pas le problème. Par contre, il faut vraiment comprendre comment tout ça s'enchaîne. Donc, allez le revoir. Je l'ai expliqué dans la vidéo. Il faut vraiment que dans votre tête, ce soit clair, parce qu'il y a des questions qui fusent. C'est quoi le dispatcher de servlet, monsieur? À quoi il sert? Ça peut arriver comme ça. Donc, vous voyez, ça vous permet, ce que je vous ai fait comme vidéo, non seulement d'avoir des éléments à mettre dans votre dossier projet, parce que là, il faut présenter la technologie, et en plus, ça vous permet de vous préparer aux questions. Vous voyez. Ensuite, pour l'autre technologie que vous avez utilisée, vous avez Spring Security. Donc, il faut expliquer Spring Security, les différents composants qui rentrent en jeu, du moins ceux que vous avez utilisés, les spécifications, les applications qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai fait. Ah oui, je l'ai fait deux fois. Excusez-moi. Je vais les supprimer. J'ai fait deux fois. J'ai fait deux fois là. J'ai dû copier. J'ai fait deux fois. Voilà. Hop. Et puis le fonctionnement général de Spring Security, vous voyez, c'est très important, quelle que soit la technologie que vous avez utilisée, de pouvoir expliquer comment ça fonctionne. Rien que vous revoyez ce diagramme de séquence que j'ai présenté dans la vidéo la semaine dernière, ça vous permet de faire une révision extraordinaire par rapport à comment vous allez présenter les choses. Voilà. Ensuite, pour les technologies utilisées, toujours, hein, alors il y en a que j'ai pas mis ici, hein, mais
il faudra, avant d'aller sur mes réalisations, pour vous présenter la partie réalisation, n'oubliez pas, hein, ici, hein, il faut mentionner tout ce que vous avez utilisé. C'est-à-dire que ici, il faudra mentionner l'IDE que vous avez utilisé, VS Code, il faudra mentionner Docker, hein, si vous avez utilisé Docker, il faudra mentionner Docker Compose, hein, si vous l'avez utilisé, j'ai bien dit. Il faudra mentionner Java, si vous avez utilisé Java, il faudra mentionner Spring, c'est fait Spring, il faudra mentionner Maven, à quoi ça sert Maven, hein, si vous l'avez utilisé, très important Maven, hein. Faudra mentionner Angular, si vous l'avez utilisé, si vous l'avez utilisé. Faudra mentionner Node.js qui va de pair avec Angular, hein. C'est quoi Node.js, hein, une petite définition. Faudra mentionner également ici NPM, hein, qui est super important euh, pour Angular. Angular CLI, très probablement, créer les composants, euh, pour pouvoir créer donc les composants. Et toute technologie que vous avez utilisée, faut en donner une définition. Alors chaque définition, vous la faites sur 3 lignes par exemple, 2, 3 lignes, pas plus, hein. D'accord? Ce qui est important par contre, c'est de préciser le fonctionnement. Donc là, je vous ferai un petit quelque chose pour vous préciser le fonctionnement de Docker. Ça, c'est important ici. Faut juste aller avec un petit schéma, ça c'est important. Comment c'est utilisé dans votre application. Le fonctionnement de Maven, c'est assez important. C'est super important le fonctionnement de Maven. Je vous ferai un petit quelque chose peut-être demain. Et puis ici, NPM, le fonctionnement de NPM, c'est très important le fonctionnement de NPM. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ces produits-là, Maven NPM, ce sont tous produits d'ailleurs qui permettent de gérer le cycle de vie d'une application, c'est ça? Que ce soit donc la compilation, le lancement des tests, la création, le déploiement, etc. Tous ces produits-là sont importants parce qu'ils s'intègrent avec les technologies comme euh, les, euh, euh, le CI/CD, hein, donc tout ce qui est DevOps, hein, pour pouvoir déployer automatiquement. Vous avez fait un petit cours sur ça. Donc là, c'est important de pouvoir donner une petite définition. Vous pouvez donner des petites définitions et puis vous préparer à répondre à des questions. Ça, c'est important. Ensuite, la partie maintenant réalisation. Comment vous faites pour présenter votre réalisation? Alors, pour présenter votre réalisation, comment vous faites? Premièrement, mes réalisations. Qu'est-ce que j'ai réalisé? D'abord, vous expliquez comment vous avez installé votre environnement. Donc, si vous avez installé VS Code, j'ai installé VS Code, j'ai installé Angular, Node.js, etc. Et vous pouvez ajouter quelques instructions ici, mais pas beaucoup, hein, concernant par exemple l'installation de Angular, par exemple, hein. Pas obligé de tout détailler, hein, c'est pas du tout un tutoriel, hein. D'accord. Ensuite, quand vous passez maintenant à la présentation de votre application, commencez d'abord par une architecture globale. Par exemple ici, vous commencez d'abord par présenter l'architecture globale de votre projet. Vous voyez, vous allez penser toujours à aller du général au particulier. Vous, si je vous présente une application, que je vous présente une architecture globale, si vous avez à peu près une idée de la technologie, quand je vous la fais visualiser comme ça et je vous explique succinctement ce que fait chaque dossier, ah ben vous avez une idée globale de comment fonctionne mon application. Donc commencez par ça. Pour le back-end, vous faites un screenshot, regardez, de l'architecture de votre projet. Un petit screenshot, ça va permettre de voir le contrôleur, la DTO, le modèle, le repository, sécurité, service. Ces fichiers qui sont importants. Et derrière, dessous, vous les expliquez succinctement. Explication des dossiers. Le contrôleur contient les classes REST annotées avec @REST contrôleur. Le rôle, c'est de gérer les requêtes HTTP entrantes, retourner les réponses, JSON, et comme fichier, on a par exemple usercontroller.java à l'intérieur. C'est-à-dire que pour chaque dossier, le DTO, Transfer Data Object, vous expliquez par rapport à cette architecture globale, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Ça permet déjà,
pour la classe, pour le dossier sécurité, par exemple, ici, hein, je ne vais pas tout dire, hein, pour le dossier sécurité, bah, vous précisez contient les classes liées à la sécurité, JWT, filtre, config, Spring Security, et vous précisez le rôle et les fichiers qu'il y a, et ainsi de suite. Ça permet déjà, si vous voulez, d'avoir, pour vous déjà, pour vous, ça vous permet de réviser et de comprendre comment l'architecture MVC ou une autre a été mise en œuvre avec l'architecture de votre dossier projet. Les membres de jury qui sont en face de vous, bah, déjà ils comprennent par où vous commencez. Vous faites exactement la même chose pour l'application front-end, hein. Il faut faire. Alors j'ai pas fait le. Ah bah j'aurais dû faire un screenshot là. J'ai dû la faire quelque part là. Attendez. Ici là, je vais insérer. J'ai dû faire un. Voilà. Donc il faut faire la même chose hein, juste pour que le dossier il ait du sens là quand même. Je pense que c'était ça, la 25, ouais. J'ai dû faire un screenshot ici. Voilà, je vais juste aller récupérer ce screenshot de la partie Angular pour que les choses soient parlantes, hein. Hop, je vais récupérer ici ce screenshot ici. Hop, je vais couper et je vais balancer ici, voilà, comme ça. Voilà, c'est parfait. Vous récupérez un petit screenshot de votre application Angular et vous expliquez dessous les différents dossiers existants de manière succincte, comme je le fais ici. Vous voyez chaque dossier. Vous expliquez dans le dashboard, par exemple, le rôle de ce dossier, c'est l'affichage de la page principale une fois connecté. Le contenu, ça va être des composants de widget, le graphique, indique, etc., etc. Vous expliquez, vous voyez, l'architecture globale de votre application, globale. Parce que pourquoi il faut faire ça? Bah, parce que quand vous avez expliqué l'architecture globale, déjà les gens qui sont en face de vous, ils comprennent comment votre application est structurée et architecturée. C'est des professionnels, ils savent euh, clairement ce que vous avez fait. Ça, c'est très important de commencer par cette photo globale. Ensuite, comment vous présentez votre réalisation? Réalisation du back-end. J'ai utilisé Spring Boot pour initialiser mon application Spring, j'ai sélectionné les dépendances. Vous pouvez parler des dépendances importantes que vous avez sélectionnées ici, d'accord? Et vous commencez à présenter. Alors avant ça, voilà, c'est la grosse bêtise, j'ai oublié quelque chose ici. Pour présenter les codes, voilà. Vous voyez, donc là, jusqu'à présent, je ne suis pas encore rentré dans les codes. C'est maintenant que j'y rentre. Pour présenter les codes, il faut pas les présenter n'importe comment. Il faut choisir une fonctionnalité que vous allez suivre. C'est tout. Donc pour ça, il faut d'abord présenter un diagramme de séquence. Prenons un exemple. Je vais aller rechercher un diagramme de... Par exemple, vous, votre diagramme de séquence, c'est, vous dites, bah tiens, c'est quand vous avez présenté votre application aux membres de jury. Déjà, quand vous êtes arrivé là, ils ont compris ce que vous avez fait. Maintenant, il faut présenter les codes. Présenter les codes, mais surtout pas faire la bêtise d'aller présenter les codes dans le détail. Je vais vous expliquer comment vous les présentez. Alors, bien sûr, après, vous adaptez. Vous pouvez adapter, mais normalement, là, vous allez être à peu près dans le ton de ce qu'il faut faire, hein. Là, il faut d'abord présenter, si vous voulez, ici, diagramme de séquence de la fonctionnalité et vous en choisissez une, par exemple, ou deux, je ne sais pas quelle sera la consistance de votre projet, mais des diagrammes de séquence de la fonctionnalité, par exemple, login. Donc je vais aller le chercher, je vais le faire quelque part. Alors, j'ai dû le faire quelque part, là. Attendez, pour que le dossier ait du sens, hein, il faut présentation de la réalisation, enregistrement. Ça, c'est quoi, enregistrement? Non, ça, c'est pas bon. Je vais arrêter un petit moment, si vous souhaitez, hein. Alors, prenez une, deux fonctionnalités dans votre dossier projet, mais
Parce que moi, vous savez, quand je présente actuellement ce cours, je pense et au dossier projet et à la soutenance. Donc, dans votre dossier projet, en fonction de sa consistance, si vous voyez que c'est pas assez consistant, prenez deux, trois fonctionnalités, hein, c'est pas du tout problématique. Par contre, pour la soutenance, vous voyez qu'en fonction de tout ce que je viens d'expliquer, de ce que vous aurez à expliquer, vous aurez le temps de présenter qu'une seule fonctionnalité à la soutenance. C'est pas la peine de penser que vous allez en présenter 36. Alors, donc, ensuite, dans votre dossier projet, donc, toujours dans la réalisation, vous commencez d'abord à présenter le diagramme de séquence d'une fonctionnalité dont vous allez décrire les codes en dessous. Voilà le diagramme de séquence qui est ici. Ensuite, je commence à parler de, si vous voulez, donc les codes qui m'ont permis, hein, voilà, c'est là où ça vient, d'implémenter cette fonctionnalité. Et là, vous prenez un exemple, un élément caractéristique de chaque type de classe. Par exemple, voilà, pour la création des classes modèles, alors mettez un peu de texte ici, hein, j'ai commencé à créer les classes modèles, hein, et là, vous présentez, par exemple, le code de la classe modèle. Et ensuite, comment vous l'expliquez? Bah, vous dites quel est le rôle général de cette classe. Cette classe représente l'entité user, c'est-à-dire un utilisateur de l'application. Elle est directement liée à la base de données via JPA Hibernate. Ce qui est très important, si vous voulez, c'est d'expliquer déjà de manière globale comment ça fonctionne. Les annotations, très important, les annotations dans une application, dans une... Je ne sais pas s'il y avait des annotations pour toi dans tes codes Vue.js, je ne sais plus. D'accord. Voilà, donc toi, il n'y a pas. Mais les camarades pour lesquels il y a des annotations, il faudra insister sur cela, parce que les annotations, c'est quoi les annotations? C'est tout simplement des instructions qui permettent d'injecter des métadatas dans votre code. Vous voyez, au lieu de coder vous-même, c'est injecter. Et donc, ici, vous voyez, vous présentez les annotations. C'est le plus @entity qui indique que cette classe est une entity JPA dans une table de la base. @table qui spécifie qu'elle est mappée à la table user. Et ainsi de suite, vous présentez les annotations les plus importantes parce que ça, c'est du code. Et dessous, n'hésitez pas à parler des design patterns qui sont utilisés pour réaliser hein, cette classe. Donc vous avez le design pattern DTO, entité modèle MVC, un user représente le modèle dans le pattern MVC. Le pattern POJO, donc plain old Java Object, hein, c'est une classe simple sans logique métier, et l'ORM, hein, Object Relational Mapping, hein, le pattern data mapper hein, qui est implémenté via JPA. C'est-à-dire que ce que je veux expliquer ici, c'est que quand vous présentez un code, parce que c'est pas la peine d'aller expliquer, c'est pas la peine d'aller détailler les différentes propriétés qu'il y a ici. D'ailleurs, même quand vous présenterez aux membres de jury quelques codes, vous prenez par exemple ce code. Et vous pouvez mettre d'ailleurs hein, ici, hein, vous voyez, quand vous présenterez, vous pourrez mettre des petits points pour dire que ça continue hein, sur votre diapo. Hein. Mais là, quand vous avez présenté ce code, vous dites, je vous présente ici la classe, une classe modèle. Cette classe modèle, c'est une classe qui représente l'entité user, c'est-à-dire un utilisateur de l'application. Hein. Elle est directement liée à la base de données via JPA Hibernate. Et là, bah, vous voyez les annotations principales qui sont les suivantes, hein, @entity, vous l'expliquez, etc., etc. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller décrire dans le détail. Bah tiens, il y a la propriété ID, il y a la propriété name. C'est pas ça qui est intéressant. On sait que ça, vous avez compris. Hein. Ensuite, pour le repository, c'est le même principe. Vous prenez une petite classe repository et vous expliquez juste dessous, vous voyez son rôle général. Vous expliquez les différents éléments qui sont mis en œuvre. Hein, et ensuite les patterns hein, qui sont utilisés. Vous faites la même chose pour la classe service. Hein. Vous voyez, je n'ai pas tout détaillé. Vous faites exact. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre toute la classe si vous voyez que. Mais sinon, vous pouvez mettre toute la classe. Hein. Et là, vous parlez du rôle général de cette classe, les explications de la notation, parce que c'est l'annotation. Parce que quand vous travaillez avec un framework, c'est les annotations qui sont
très importante et qui conditionne le comportement de votre classe. C'est pour ça qu'il faut insister dessus. Voyez? Euh, Ici, l'injection de dépendance. Comment est-ce qu'elle s'effectue avec un bout de code, le design pattern qui est utilisé, et ainsi de suite, hein, pour la création de la classe contrôleur, vous faites la même explication. Voilà, après vous pouvez parler avec un jeu si vous voulez. Moi, je vous donne les éléments ici, voilà, sur lesquels il faut insister. Les design patterns utilisés. Donc ça vous permet de faire une révision extraordinaire sur les design patterns qu'il faut impérativement connaître parce que vous allez avoir des questions. C'est quoi le design pattern façade, monsieur? Le design pattern observer, c'est quoi? L'injection de dépendance, c'est quoi? Etc., etc. Vous n'allez pas y louper, hein. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Euh, et puis la création de la couche sécurité. Donc comment vous l'avez fait? Alors la création de la couche sécurité, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer les codes essentiels qui vous ont permis de mettre la sécurité en place. Par exemple, ici, moi, j'explique, ben tiens, pour mettre en place la sécurité, j'ai créé la classe app config.java euh, qui permet de définir un encodeur de mots de passe sécurisé, bcrypt, utilisé pour hacher les mots de passe lors de l'inscription et de l'authentification. Ensuite, j'ai créé la classe Customer User Detail Service.java. Je présente le code ici et j'explique son rôle juste en dessous. Ensuite, j'ai créé la classe, etc., etc. Vous voyez? Mais comme il y a au-dessus le diagramme de séquence que j'ai pas détaillé devant vous, tout le fonctionnement que vous êtes en train de présenter, il est déjà introduit de manière globale par le diagramme de séquence qui est au-dessus. Vous voyez, c'est-à-dire que ce diagramme de séquence, pour ça que j'ai insisté sur le diagramme de séquence la dernière fois, ce diagramme de séquence, non seulement vous déjà, il vous permet de bien prendre en main les codes que vous avez faits, donc passez-y du temps. Il faut pouvoir bien expliquer ce diagramme de séquence. Voilà, j'ai expliqué déjà, c'est pour ça que je ne vais pas revenir hein, dessus. Regardez les vidéos que j'ai mis en ligne, hein. Mais une fois que ce diagramme de séquence a été expliqué, voilà, je vais vous présenter plus bas. Alors là, je pense à la soutenance, hein. Je présente maintenant la façon dont j'ai implémenté ce diagramme de séquence pour cette fonctionnalité-là. Et là, vous voyez, ce que je vous dis là, ça vous dirige dans la façon dont vous devez présenter les codes. Parce que sinon, vous êtes perdu. Qu'est-ce que je dois présenter? Est-ce que je dois tout présenter? Comment je dois faire? Et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, dans votre dossier projet, choisissez une ou deux fonctionnalités, si vous voulez, en fonction de la taille de votre dossier, hein. Vous pouvez, par exemple, moi j'ai choisi login et puis une autre fonctionnalité register, par exemple, hein, pour s'enregistrer, et vous présentez les choses comme je viens de le faire. À l'issue de ça, ben, croyez-moi, les membres de jury. Alors bien sûr, après il y aura la dockerisation, mais déjà ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de vous expliquer comment vous présentez vos codes. Donc, en conclusion, hein, les spécifications techniques dans lesquelles, vous avez un exemple ici, je vais mettre en ligne, dans lequel vous décrivez vraiment le fonctionnement des technologies que vous avez utilisées, d'accord? Avec peut-être des diagrammes de séquence expliquant le comportement global pour les technologies les plus importantes, en particulier Spring ici et Angular, d'accord? Que vous avez intérêt à aller voir et bien comprendre le fonctionnement avec les vidéos que je vous ai mis en ligne, parce qu'on va vous poser des questions sur ça, et si on comprend que vous ne comprenez pas le fonctionnement, on ne comprend pas très bien ce que vous avez retenu. Et ici, vous avez vu, une fois que vous définissez un diagramme de séquence, vous allez choisir les bouts de code que vous allez expliquer. Là, j'en ai peut-être... oui, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Voilà.